Bonjour Général Vincent Desportes. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Votre ouvrage, je le rappelle, Devenez leader, c'est chez Odile Jacob. Vous qui êtes aussi un spécialiste de stratégie, on parlera stratégie dans un instant justement. D'abord, cette situation qui est extrêmement tendue à Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. C'est l'armée ukrainienne qui le reconnaît. Le président ukrainien lui-même évoque une situation de plus en plus compliquée. Les Ukrainiens peuvent-ils encore tenir de votre point de vue ? Alors, il est probable qu'ils pourraient éventuellement continuer à rajouter des troupes pour tenir, mais ce serait rajouter des morts aux morts. À un moment donné, il est clair qu'il vaut mieux céder et se réinstaller sur une ligne de défense qui a très probablement été préparée en arrière de Bakhmout. Bakhmout, aujourd'hui, c'est surtout un objectif symbolique de part et d'autre, comme l'a été Verdun, hélas, en son temps. On se bat, au fond, pour un symbole qui n'est pas si important que ça au niveau stratégique. Alors ça n'a pas d'importance de votre point de vue sur le plan strictement militaire, mais vous venez de le rappeler, il y a la dimension symbolique. Si la ville tombe aux mains des Russes, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que ça redonne un avantage psychologique aux Russes dans ce conflit ? Écoutez, on sait bien que les Russes sont à la recherche d'une victoire. Et dans les guerres, on est toujours content de pouvoir annoncer une victoire qui est bonne pour le soutien populaire, qu'on va pouvoir brandir, et pour le moral militaire. Nous avons besoin de victoire. Le soldat a besoin de victoire pour montrer qu'il peut gagner. Donc oui, ça a une importance. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup des milliers de morts que la Russie consent pour gagner Bakhmout? Ça, c'est évidemment au président Poutine d'en juger. Comme vous le disiez, les Ukrainiens probablement vont être amenés à se replier, à surveiller dans les heures et les jours à venir. Mais il y a déjà cette hypothèse d'une contre-offensive qui serait en préparation. Alors pas à Bakhmout, c'est le chef adjoint des renseignements qui évoquait il y a quelques jours l'hypothèse que ce soit dans le sud, entre la Crimée et le territoire russe, pour couper aussi l'avancée russe. Au printemps peut-être, Volodymyr Zelensky allait même plus loin également de son côté en disant la victoire est inévitable cette année si les partenaires occidentaux sont au rendez-vous de leur aide. Est-ce que vous voyez des raisons d'espérer du côté ukrainien ? Écoutez, moi je crois surtout pouvoir dire que nous sommes dans une période charnière, nous sommes devant la zone de danger et les quelques mois qui vont venir sont extrêmement importants. Aujourd'hui, il est clair que personne ne peut juger de la sortie militaire de cette guerre. Tout le monde souhaite effectivement que l'Ukraine soit capable de réaliser une percée qui est absolument nécessaire si on veut que l'Ukraine réalise ses objectifs. Mais il n'est pas impossible également que, profitant peut-être d'une victoire à Bakhmout, ce soit la Russie qui lance une offensive. Donc on voit bien que là, on est au milieu des dangers, d'où les appels répétés du président Zelensky à l'arrivée rapide de moyens dont il a besoin, soit pour lancer une contre-attaque, soit pour briser une contre-attaque qui viendrait à se réaliser de la part de l'armée russe. Je disais à l'instant, il compte aussi sur le soutien occidental. Or, le secrétaire général de l'OTAN lui-même, il y a quelques jours, soulignait que le rythme d'utilisation des munitions par l'Ukraine est plus élevé, beaucoup plus élevé même, disait-il, que notre rythme de production, nous, pays membres de l'OTAN. Dans la presse ce week-end, notre chef d'état-major des armées français, Thierry Burkhardt, dit aussi qu'on a fait le pari de stocks insuffisamment dotés pour nos armées et que c'est un pari qui n'est plus tenable à l'avenir face à ce risque de guerre. En combien de temps peut-on imaginer corriger tout cela ? Quel laps de temps nous faut-il pour réagir ? Bien, la seule réponse, c'est qu'il faut le faire le plus vite possible et il faut s'en occuper dès maintenant. Et vous avez remarqué que le gouvernement français, via la voix de son président, enfin qui est pas le gouvernement, du président et le ministre des Affaires étrangères, s'en occupe véritablement. Et nos industriels de défense sont en train de s'en occuper. Mais évidemment, on ne recrée pas des chaînes de production d'armement comme ça. Donc forcément, ça prend du temps. Et la leçon, c'est que les guerres qui viennent seront probablement des guerres qui vont ressembler à celle-là, et il faut nous y préparer dès maintenant, bien sûr. La difficulté, c'est bien l'épaisseur. L'armée française a su faire, et sait parfaitement faire les guerres que la nation lui a demandé. C'était des guerres des actions de police internationale avec des petits effectifs. Nous étions excellents. Maintenant, on voit bien que la guerre change et que, quelque part, le confort stratégique qui entourait ou dans lequel étaient conduites nos opérations est parti et que désormais, eh bien, il faut se préparer à des guerres
de la même nature, de la même violence, de la même intensité que la guerre qui est en train de se conduire aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. On évoquait Bakhmout il y a un instant. On voit bien que la stratégie des Russes, ça a été la masse humaine. Alors naturellement, c'est pas un modèle. Ils ont envoyé à la mort certaines, des centaines, des milliers de soldats. Mais il y a cette notion de masse qui est apparue dans le conflit. L'idée qu'il faut être capable de pilonner. Donc si ce n'est pas la masse des hommes, c'est la masse des munitions. Thierry Burkhardt nous dit aussi qu'il faut être capable de produire des munitions à moindre coût. Voire, dit-il, de refuser des matériels qui seraient trop sophistiqués. Parce qu'ensuite, sur le terrain, en fait, c'est pas forcément ce dont on a besoin. De quoi avons-nous besoin aujourd'hui? Quelle est, de votre point de vue, la priorité? On a besoin de rééquilibrer effectivement la masse et la technologie. Le modèle, c'était les opérations ponctuelles dans lesquelles il fallait être très efficace, rapidement, sur des petits espaces et dans le temps court. Ce modèle a changé. Désormais, effectivement, la masse prend de l'importance. Et donc, suivant un modèle américain qui pouvait se payer à la fois et la masse et la technologie, nous, on ne pouvait pas faire les deux. Donc, on s'est payé la technologie et on a diminué le format des armées, qui, encore une fois, était adapté pour ce que la nation nous demandait de faire hier, mais qui n'est plus adapté aujourd'hui. Donc, on est obligé de rééquilibrer un peu moins de technologie, mais beaucoup plus de masse. Le canon César est un très bon canon, mais néanmoins, on en a, nous, peut-être 70 en France. Les Russes tirent avec 2000 canons tous les jours aujourd'hui. Et donc, on voit bien qu'il faut retrouver une capacité également à matraquer dur. Le tir de précision est important, mais le tir de masse est aussi également important. Ça vaut pour les trois armées. Ça vaut pour l'armée de terre, qui n'a évidemment pas assez de chars, pas assez d'artillerie. Ça vaut pour l'armée de l'air, qui n'a pas assez d'avions. Ça vaut pour la marine, qui a aussi besoin de bâtiments. Mais à la fin de la guerre, elle se gagne quand même au sol. Et pour la pauvre armée de terre, eh bien, il faut absolument qu'elle retrouve de la masse, de l'épaisseur, des munitions, des pièces de rechange, quelque chose d'un peu sérieux, quoi. Armée que vous connaissez bien, puisque c'est la mienne. Vous avez servi pour elle. Au-delà de l'équipement, est-ce qu'il y a une question de... Je ne sais pas quel serait le bon terme, vous allez me corriger, de doctrine, de stratégie, de vision plus large sur à quoi servent nos armées et comment les utiliser. Est-ce que ça aussi, ça doit être corrigé, modifié pour l'avenir? Alors, ça doit être modifié. Alors, on ne part pas de rien. Ça fait très longtemps que les armées réfléchissent. Ça fait très longtemps que les penseurs des armées avaient alerté sur le besoin de modifier le modèle. Et vous parliez du général Burkhardt, qui, quand il était chef d'état-major de l'armée de terre avant, et quand il est passé chef d'état-major des armées, donc avant le début de ce conflit, avait appelé au changement de modèle. On ne part pas de rien. Et donc, et c'est la dernière revue stratégique, qui a moins d'un an aujourd'hui, indique bien qu'il faut aller là-dedans. Donc oui, il faut repenser la guerre, et c'est pour ça que nos centres de réflexion, les centres de réflexion d'armée et les centres de réflexion interarmées sont aujourd'hui en train de tirer toutes les leçons de la guerre en Ukraine pour prendre ces leçons, les réincorporer dans le modèle pour préparer nos armées aux guerres de demain. Il y a déjà en ce moment un exercice de nos armées d'ampleur qui s'appelle Orion, qui a lieu jusqu'au 11 mars. C'est l'un des plus gros exercices que les armées françaises aient organisé ces dernières années. Est-ce que c'est déjà l'occasion de tirer des leçons ou en réalité là on parle d'un temps qui sera plus long ? Non, on va tirer des leçons tout de suite, si vous voulez. Alors moi, je fais partie de la génération d'officiers qui, comme jeune officier, a participé chaque année pratiquement à ce genre d'exercice. Mais depuis que les Européens ont cru que la guerre était morte, on s'est dit c'est pas la peine de dépenser de l'argent pour faire des grandes manœuvres. Et donc, ça fait quasiment 30 ans que ça n'a pas existé. Et donc, il est temps de se réentraîner. Vous savez, la guerre, ça se prépare pas sur le papier. Oui, ça se prépare, ça se pense sur le papier, mais c'est tellement compliqué qu'il faut s'entraîner sur le terrain. C'est tout le but de cet exercice Orion, qui est indispensable, qui est un exercice interallié. On a vu une opération de débarquement, on a vu des opérations d'aérolargage, on va voir fin avril des opérations, l'armée de l'air appuiera au sol les troupes, on verra des engagements de chars. Il faut réapprendre un métier que nous connaissions parfaitement quand nous nous préparions à la guerre, il y a 30 ans, qui est en train de se conduire aujourd'hui. Nous avons perdu ces savoir-faire, il faut très vite les réacquérir. Cette guerre aujourd'hui, elle prend des formes multiples. Alors, on a vu la masse, on le disait, les drones iraniens utilisés par les Russes, mais ça va aussi dans l'autre sens. Ces dernières heures, la Russie a été déstabilisée, c'est un grand terme, mais interpellée par plusieurs attaques de drones sur son territoire, dont un qui a été abattu tout près de Moscou. Il y a eu plusieurs incendies un peu mystérieux, inexpliqués sur le territoire russe. Il y a eu des fausses alertes à la bombe, peut-être dues à un piratage informatique fait par des hackers ukrainiens sur des médias russes. Bon, pourquoi je fais cette liste? Parce que ça nous pose cette question.
À quoi peut ressembler la suite de la guerre? Il n'y a pas qu'un seul champ de bataille en réalité. Il n'y a pas que le champ de bataille à Bakhmout ou dans le sud et l'est de l'Ukraine. Il y a aussi tous ces petits actes autour qui viennent accompagner le conflit. Alors d'abord, il n'y a pas que le champ de bataille physique. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'immatériel. On a bien des guerres informatiques, de la cyberguerre, on a de la guerre d'influence. Et c'est pour ça que l'exercice Orion dont vous parlez travaille sur les différentes dimensions, toutes les dimensions, les différents espaces. Et la guerre, elle se gagne plutôt avant la guerre. Et pendant la guerre, il y a les armes, il y a tout ce qu'il y a autour. Et puis, pourquoi est-ce que les Ukrainiens vont frapper en territoire russe? Parce que le principe même de la guerre, c'est moins de frapper la puissance que de frapper la source de la puissance. C'est bien la difficulté. C'est-à-dire que tant que le territoire russe n'est pas attaqué, finalement, les Russes peuvent toujours amener les troupes. La difficulté, c'est que l'OTAN ne peut pas le faire, et l'Ukraine ne peut pas le faire avec des armes venant de l'OTAN. C'est pour ça qu'ils prennent leurs propres armes pour essayer d'aller frapper l'adversaire dans la profondeur, ce qui est juste un principe de base de la guerre. Vous disiez, il y a le cyber, c'est très frappant parce que on parle beaucoup ces derniers jours d'une application TikTok, qui est une application chinoise. La Maison-Blanche a demandé aux agences fédérales américaines d'en bannir l'usage. Même chose pour la Commission européenne. La crainte, bien sûr, c'est que les Chinois puissent récupérer des données. Ça intervient alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, encore une fois, dit que la Chine est sur le point de livrer des armes létales à la Russie. Précisons tout de même que la Chine dément ces accusations de livraison d'armes, que les Ukrainiens eux-mêmes disent qu'ils ne voient aucun signe à ce stade de livraison d'armes à la Chine. Qui dit vrai, à votre avis? C'est très dur de démêler le vrai du faux sur ce que la Chine... On va parler du plan de paix dans un instant, mais sur le plan militaire, sur ce que la Chine entendrait éventuellement faire. Écoutez, c'est compliqué. On voit bien que la Chine est dans une tension entre deux obligations. Quelque part, la première obligation, c'est d'aider son allié. On a vu la poignée de main à Sochi entre les deux chefs d'État. Donc il y a cette tendance, c'est-à-dire on est dans le même camp au fond. Mais la Chine ne peut pas se mettre à dos l'Occident, puisqu'au fond, une grande partie du commerce de la Chine se fait en Occident, c'est-à-dire en Europe et aux États-Unis, d'une part. Et d'autre part, si jamais les États-Unis décidaient de pratiquer des sanctions économiques fortes contre la Chine, certes, nous en souffririons, nous, Européens, les États-Unis un peu, mais la Chine beaucoup. Donc, on voit bien que la Chine est dans une espèce de double obligation qui rend les choses difficiles. Et puis, n'oublions pas que la Chine est opposée à la guerre globalement, parce que la guerre, elle est contraire à ses intérêts, si vous voulez. La Chine trouve sa puissance aujourd'hui dans la paix et dans la menace de la guerre. Et donc, une guerre longue, évidemment, n'est pas un avantage pour elle. Et donc, moi, je pense qu'il est très probable qu'elle ne fournira pas d'aide à la Russie. Mais on ne peut jamais savoir. La guerre livre toujours des surprises. Avec des intérêts commerciaux, vous le rappelez, qui sont gigantesques. Évidemment, pour la Chine. Il y a donc, je l'évoquais à l'instant, cette esquisse d'un début de plan de paix chinois. On va être prudent dans la formulation parce qu'on est très loin d'un accord qui serait à signer du jour au lendemain. Si on regarde quand même les réactions que ça a suscité, le président ukrainien lui-même, Volodymyr Zelensky, dit c'est un point très positif que la Chine s'intéresse à l'Ukraine. Il y a eu des voix aussi en France. Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, dont on connaît l'amour pour la Chine, qui dit c'est le seul pays qui peut avoir une influence sur Poutine. Il y a des éditorialistes. Renaud Girard dans le Figaro, on le voyait hier dans l'émission de David Pujadas, qui dit aussi seul Xi Jinping peut raisonner Poutine. Est-ce qu'on peut vraiment mettre l'avenir de cette guerre entre les mains des Chinois, entre les mains d'un pays pareil? C'est quand même un pays qui n'a rien d'anodin, c'est même une dictature. Là, il y a plusieurs choses. Moi, je crois qu'il n'est jamais trop tard pour penser à la paix. Même, on devrait y penser avant la guerre. Ce serait déjà pas mal, ce qu'on n'a pas fait là. Bon, il n'est jamais trop tôt pour penser à la guerre. Il est toujours bon d'avoir des liens. La guerre, elle se termine toujours à un moment donné parce que les gens arrivent à se parler. Donc je pense que toutes ces tentatives seront bonnes. Après, on voit bien, vous savez, on se rappelle les États-Unis, où le président Wilson, qui, le 21 janvier 2017, fait un ballon d'essai. C'est la guerre sans vainqueur, sans vaincu. Ça existe. Ensuite, on a le même janvier 2018 qui essaye nouveau. Et puis finalement, ça débouche. Donc je crois que il faut avoir des projets. Et évidemment, le président Zelensky, d'ailleurs, a apprécié. Il a dit, oui, ça m'intéresse. Il a raison d'aller voir. Parce que, comme le disait récemment le président Macron, à un moment donné, il faut certes penser à la guerre, et c'est primordial, mais il faut penser à l'après-guerre. Et là, donc, il faut aller voir toutes les possibilités, il faut travailler. C'est là où la diplomatie a évidemment tout son rôle à jouer. La guerre, elle se gagne par les armes, mais encore plus à la fin, forcément, par la diplomatie. Vous disiez 2017-2018, mais vous faites allusion à la Première Guerre mondiale. 1917-1918. Voilà. Pardon. Je ne voulais pas vous interrompre, mais je précise pour notre téléspectateur qui n'est pas dans l'ambiguïté. On parle du parallèle historique.
Bien sûr, mais c'est très intéressant ce parallèle, vous savez. Hein, et en particulier les projets de paix. Le pape Benoît XVI, je crois, qui fait un projet de paix. Il est rejeté par les Français et les Allemands. Le projet de Wilson est rejeté par eux. Et puis finalement, parce qu'il y a des projets de paix, finalement, ça finit par se concrétiser. Et la paix, elle se prépare pendant la guerre. Elle sera évidemment le résultat du verdict des armes. Mais en tout cas, il faut déjà penser à demain. Et donc, toute tentative d'aller vers la paix est une bonne tentative. Et petit à petit, on arrivera à trouver quelque chose qui conviendra finalement aux deux parties en fonction de leur position militaire sur le terrain. Mais vous rappeliez à l'instant que les États-Unis et la Chine étaient dans une tension commerciale énorme. Est-ce que vous imaginez vraiment les États-Unis laisser la Chine prendre le leadership sur cette négociation future ? Bien, vous avez raison, c'est une vraie difficulté. Voulons-nous d'une China Pact, d'une paix chinoise ? Évidemment pas. Mais alors c'est à nous. C'est à nous. Si on ne veut pas que la Chine prenne la main, c'est à nous, l'Occident, de la prendre. Et c'est bien ce qui manque aujourd'hui très clairement, c'est que pour l'instant, on a vraiment l'impression que l'Occident conduit une guerre tactique, sans véritablement vision de l'avenir, qu'on n'a pas de projet américain, ou s'il y en a un, on ne le connaît pas. Il y a peut-être une idée de la Pax Americana à venir, en tout cas, il n'y a pas de projet européen. Et dans cette affaire-là, l'Europe, parce qu'elle est incapable de s'unir, parce qu'elle a des émotions différentes vis-à-vis de la Russie, est incapable de produire un projet commun. Il n'y a pas de clarté, on ne sait pas où on va. Et bien sûr, c'est à l'Europe de reprendre en main son destin, qu'elle a abandonné à d'autres, et en particulier dans cette affaire-là aux Américains depuis 1991, et je ne suis pas sûr, je suis même sûr du contraire, qu'elle ait bien fait de le faire. Mais si je comprends bien, vous vous félicitez des Échos, par exemple, il y a les déclarations publiques et puis il y a ce qui est rapporté, quand le Wall Street Journal, quand nos confrères de l'opinion disent Emmanuel Macron, Olaf Scholz tentent de faire pression sur Volodymyr Zelensky pour qu'il négocie. Je précise que l'Élysée a dit qu'on n'en était pas là et que les conditions n'étaient pas réunies aujourd'hui, c'est très important de le souligner. Mais pour vous, c'est quand même une direction dans laquelle il faut aller. Malgré la situation militaire, malgré l'attaque dont est encore victime l'Ukraine au quotidien, il faut déjà dire à Volodymyr Zelensky, prépare-toi, préparez-vous à la paix. Est-ce que c'est entendable pour des Ukrainiens qui, au quotidien, sont confrontés à ce feu russe ? C'est bien la difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ukraine est dans la passion, dans l'émotion, dans la haine, disons-le, après les massacres de Boutcha, etc. Et on le comprend parfaitement. Mais néanmoins, la guerre est déraisonnable par nature. Mais elle ne peut pas être conduite avec passion, elle doit être conduite avec raison. Alors oui, le temps de la négociation n'est pas venu. Et nous ne pourrons, il y aura de négociations possibles qu'à partir du moment où la Russie, Poutine sera persuadé qu'il ne peut plus que perdre davantage et nous n'en sommes pas là. Mais la guerre se termine comment ? Il y a 4 solutions pour terminer la guerre. La première, c'est la destruction totale de l'autre. C'est 45. C'est 45 où on va prendre le Reichstag. Ou c'est Carthage. 150 ans avant Jésus-Christ, Delenda est Carthago, disait Caton l'Ancien dans chacune de ses prises de parole. On a détruit Carthage, on a eu la paix. Ou alors, à un moment donné, eh bien, il faut arriver à trouver un compromis entre les deux, qui va dépendre du verdict des armes, évidemment, ou bien, eh bien, on peut arriver, résumons à 3, c'est le gel, et probablement... Un conflit gelé comme la Corée qui resterait en l'état pour des années. Oui, la Corée, depuis 1953, on est dans une guerre qui n'est pas terminée sans traité de paix. Ou bien c'est l'Abkhazie, et les Russes sont bons là-dedans, parce que le conflit avec l'Ossétie du Sud, avec l'Abkhazie, avec la Transnistrie, ce sont des conflits gelés, et je pense que Poutine, s'il n'arrive pas à percer, ce qui, j'espère, sera le cas, va chercher à geler le conflit pour petit à petit... qu'on reste sur le statu quo. Ce qui serait une forme de victoire russe, parce que ça voudrait dire que quasiment 1/5 du territoire ukrainien serait aux mains des Russes. Eh bien, vous avez raison. Mais alors, pensons-le, disons-le. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On rajoute un canon, on rajoute un char, etc. Et on fait de l'incrémentalisme. Il faut choisir. Est-ce qu'on aide vraiment l'Ukraine ou pas ? Qu'est-ce qu'on veut ? Mais c'est parce qu'on n'a pas de clarté, on ne sait pas ce qu'on veut. Précisons quand même, Général Desportes, que les Russes eux-mêmes, Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a dit « Nous ne voyons pas les conditions d'un règlement pacifique maintenant ». Donc il n'y a pas de disponibilité ukrainienne, mais il n'y a pas non plus de disponibilité russe pour le faire. Mais clairement, aujourd'hui, les deux parties pensent que la victoire, la défaite est impensable et que la victoire est possible. Donc il faut encore que quelque chose se passe sur le terrain. Ça sert à quoi la guerre ? Ça sert à changer les conditions d'où émergera une solution politique. On n'en est pas encore là. Mais pour répondre
répondre à votre question précédente, c'est pas parce qu'on est en guerre qu'il ne faut pas penser au futur. Regardons la guerre du Vietnam. Les Américains et les Vietnamiens du Nord ont discuté pendant 4 ans à l'hôtel Majestic à Paris. Et la guerre a continué. Mais petit à petit, s'est construit quelque chose qui a permis de sortir de la guerre. Et donc, il faut être capable de penser le présent. Et le présent, c'est faire en sorte que Poutine perde. Mais également le futur, parce qu'il faudra sortir de la guerre à un moment donné. Et oui, il faut faire les deux en même temps. Et c'est ce que le président Macron... Il n'y a pas de pression, mais explique. Il a compris d'ailleurs le président Zelensky, qui est quand même un peu prisonnier de son propre personnage. Oui, la guerre, oui, évidemment, et on va vous aider, et on ne vous aide pas assez, c'est absolument évident. Mais d'un autre côté, on ne peut conduire une guerre correctement que si on pense au futur. Qu'est-ce qui fait le stratège? Le rôle du stratège, c'est de vouloir un futur et de façonner le présent pour l'amener vers le futur. Première condition à remplir. Amener Poutine à penser qu'il ne peut plus gagner, mais derrière, il faut qu'il ait un projet. N'oublions jamais qu'une des sorties de guerre possibles pour Poutine, c'est l'utilisation du feu nucléaire. Nous ne devons pas l'oublier. C'est toujours possible. Et donc, nous devons nous faire gagner l'Ukraine en faisant en sorte qu'on ne tombe pas dans l'embrasement général. C'est pour ça que cette affaire-là est difficile, mais ça demande de la stratégie, ça demande de la pensée politique. Et il faut que l'escalade d'aujourd'hui reste sous maîtrise politique, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Merci beaucoup, Général Vincent Desportes, d'avoir été sur ce plateau ce matin pour nous éclairer et pour cet appel, on l'a compris, à préparer la paix, même si aujourd'hui ce n'est pas encore d'actualité, puisque la guerre fait rage.